Bonjour, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis très excité pour notre live. On va parler de mise en marché avec Samuel Roy de chez Agendrix. Mais avant de commencer, j'aimerais ça faire l'annonce du gagnant du concours de la semaine passée. Je rappelle, la semaine passée, Serge Beauchemin a interviewé Benoît Chalifou, l'auteur d'un livre, et nous avons fait tirer son livre. Le gagnant est Alex Pilote. Marianne va écrire directement par courriel à Alex Pilote, mais j'aimerais ça le féliciter pour avoir gagné le livre de Benoît Chalifou. Par la suite, j'aimerais remercier nos 3 partenaires qui nous permettent de rendre Alliance Entrepreneur possible, gratuit et disponible à tous les entrepreneurs du Québec, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous soutient depuis le premier jour chez Alliance Entrepreneur. Planet Hoster, un hébergeur québécois, un nouveau partenaire avec nous. Alors, si vous avez un hébergeur, vous n'êtes pas satisfait de votre hébergeur, il y a une solution québécoise qui s'appelle Planet Hoster. C'est super simple de faire le switch. Alors, je vous conseille Planet Hoster. Et bien sûr, aujourd'hui, on reçoit Samuel Roy d'Agendrix, mais Agendrix est un fier partenaire d'Alias Entrepreneur. Agendrix, c'est la solution de gestion d'horaire qui simplifie la vie des gestionnaires là, pour toute la gestion d'horaire. Et bien sûr, c'est une entreprise québécoise. Avant d'aller directement dans l'entrevue, j'aimerais vous mentionner que Alias est maintenant disponible sur YouTube. Depuis quelques mois, nous travaillons à mettre toutes nos vidéos sur YouTube pour le temps des fêtes et c'est maintenant disponible depuis plus d'une semaine. Alors, pendant le temps des fêtes, si vous ne savez pas quoi faire, vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes devant votre cellulaire et vous aimeriez ça vous éduquer, on a fait plusieurs playlists. Alors, on a une centaine de vidéos disponibles sur YouTube que vous pouvez visionner sur tous les contenus d'entrepreneurs. Alors, tous les conseils de Serge qui sont sur notre plateforme sont aussi disponibles sur YouTube. Et si vous êtes en voiture, vous avez des déplacements, c'est plus rare maintenant avec le confinement, mais vous faites le ménage, vous cherchez quelque chose d'intéressant à écouter. Toutes nos grandes discussions sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Mais pour revenir à notre discussion d'aujourd'hui, on reçoit Samuel Roy d'Agendrix. Samuel est le cofondateur et directeur marketing d'Agendrix. Mais avant tout, Samuel, c'est quelqu'un de passionné de mise en marché et un entrepreneur né. À l'âge de 19 ans, il fait le saut en immobilier, il fait ses premières acquisitions immobilières et quelques années plus tard, il lance un produit qui s'appelle un média social pour animaux, Social Pet. Croyez-le ou pas, Social Pet est l'origine d'Agendrix. Alors, Samuel, pourrais-tu m'expliquer comment tu es parti d'un média social pour animaux à Agendrix, un gestionnaire d'horaire pour les entrepreneurs? Yes, tout d'abord, merci de me recevoir, Anthony, à distance. Écoute, juste une petite précision aussi, Social Pet, en fait, ça n'a jamais été lancé. Ça a été un flop total. Puis je pense que c'est ce qui va rendre ça encore plus drôle. Tu sais, en fait, l'idée initialement, c'est que dès l'âge de 19 ans à peu près, je commençais à m'intéresser beaucoup aux technologies, puis vraiment au domaine au web en général, puis aux stratégies de mise en marché. Puis j'avais toutes sortes d'idées. Puis je voyais ma grande sœur, en fait, Lisanne, qui, elle, est passionnée des animaux. Elle a 2 chiens, puis elle a un perroquet. Puis en tout cas, ici, il y a de quoi, depuis qu'elle est tout jeune, elle voudrait avoir un zoo quasiment chez elle. Puis je le voyais, l'attention qu'elle donnait à ces animaux, le temps qu'elle investissait, les sous qu'elle investissait aussi pour s'en occuper. Je me disais, tabarouette. Puis je voyais aussi en parallèle sur Facebook des gens créer des profils sur justement leurs animaux. Puis ça m'a allumé une cloche. Je me suis dit, crime, il doit avoir une opportunité là-dedans. L'affaire, c'est que moi-même, je ne suis pas un grand fan. Les gens qui me connaissent bien savent que je ne suis pas un fan fini des animaux, mais c'est parti du besoin, en fait, de ma sœur que je voyais qui avait ce problème-là, puis qui avait cette réalité-là, puis qui s'occupait vraiment de ces animaux. Puis ça m'a amené à faire une espèce de plan, vraiment détaillé, de comme un peu plusieurs pages pour dire, OK, voici ce que je verrais, c'est quoi les genres de problèmes qu'on pourrait adresser sur une plateforme comme celle-là. Puis j'ai demandé à mon réseau, j'ai contacté mon réseau, puis un de des très, très, très bons amis, qui s'appelle Sébastien d'ailleurs, connaissait quelqu'un qui s'appelle Mathieu Allaire, qui est aujourd'hui, histoire très rapide, qui est aujourd'hui un de mes partenaires, un des cofondateurs d'Agendrix aussi, avec lequel j'ai parti plusieurs projets. Fait que je l'ai rencontré au restaurant. J'étais arrivé avec mon NDA là, classique, quelqu'un qui commence là, puis qui ne connaît pas, qui a peur quasiment de partager ses idées. T'sais.
Fait que je suis arrivé avec ça. J'ai dit, là, on a discuté. Finalement, il y avait déjà un autre projet qui s'appelait Azimut Jobs. Puis Azimut Jobs, dans le fond, c'est un babillard d'emploi pour trouver des employés spécialisés dans le développement web, mobile, ou aussi au niveau du gaming, par exemple, si quelqu'un veut vraiment quelqu'un de spécialisé là-dedans. Fait que finalement, après cette discussion-là, après que Sébastien m'avait introduit Mathieu, j'ai rencontré le restaurant. Puis là, en discutant, il m'a dit, écoute, on a déjà un projet très avancé avec d'autres partenaires. Puis à la place, j'aimerais ça, tu les rencontres. Puis que peut-être tu voyais que j'avais une drive, puis que j'étais un peu, je dirais, j'avais une certaine naïveté aussi d'affaires et autres, mais qui est quand même bonne aussi à avoir au début, quand tu te lances. Puis je venais aussi d'une famille d'entrepreneurs aussi. Puis je pense que ça, c'est des choses que j'ai vraiment un gros background d'entrepreneur dans ma famille. Puis moi, c'était clair que j'allais devenir entrepreneur. Fait que je rencontre Charles aussi, qui est aujourd'hui aussi un des partenaires d'Agendrix, et David Bilodeau, en fait, qui est rendu un de nos designers clés. Mais on a parti un premier job board ensemble qui s'appelait Azimut Jobs. Puis, bref, ça a été un peu ça, les départs, là. Exactement, mais mon introduction est un peu louche, je veux dire, partir de SocialPet puis devenir à Agendrix. Mais qu'est-ce que je voulais introduire avec ça, c'est qu'il y a juste une manière d'être en affaires, c'est d'être en affaires. Alors, même si ce n'est pas le projet actuel sur lequel que tu travailles qui va devenir ton projet futur, il faut être en affaires pour avoir les opportunités d'affaires. Tu rencontres des gens, ça débloque sur d'autres idées, on est ouvert d'esprit, on brainstorm. Alors, c'est vraiment parti d'une idée là, comme SocialPet puis devenir Agendrix. Mais là, tu pourrais-tu me parler un petit peu plus? Là, on voit le pont vers Agendrix, mais j'aimerais ça prendre les quelques prochaines minutes pour que tu puisses me parler vraiment. Ça a été quoi les débuts d'Agendrix puis à aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, là, pour ceux qui ne le savent pas, Agendrix, c'est plus de 85 000 utilisateurs, là. C'est vraiment une grosse plateforme de gestion d'horaire, mais ça n'a pas commencé à 85 000 utilisateurs. Alors, comment que ça a commencé? Absolument. En fait, puis d'Azimut Jobs à Agendrix, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré le fondateur d'Agendrix initial. Parce qu'en fait, après Azimut Jobs, on a fait d'autres projets, là, certains qui ont floppé, un qui a réussi, qui était qu'on développait une firme de développement d'applications web et mobiles pour des startups. Puis c'est là que ce projet-là a fonctionné. Puis un des premiers clients qu'on a eu, qui était un des plus gros clients qu'on avait aussi à cette époque-là, c'était Agendrix. Puis au début, c'était un one-man show. C'était une personne qui avait, dans le fond, c'est le fondateur initial d'Agendrix. Il y avait eu plusieurs business, un restaurant, des commerces de détail aussi, dans différents domaines. Puis, quand on l'a rencontré, en fait, nous autres, notre but ultime, ça a toujours été de développer notre propre plateforme, notre propre produit. Puis, histoire courte, on a fini par devenir partenaire avec lui, puis tranquillement, délaisser nos autres projets pour aller avec André Gauthier d'Agendrix. Là, quand on est arrivé, André avait déjà démarché les premiers clients. Je dirais plus ou moins peut-être les 10 premiers clients parce que c'était des gens qu'il connaissait déjà dans son réseau d'affaires en tant que restaurateur à ce moment-là. Puis c'était vraiment au début là, du porte-à-porte pratiquement, là. Il allait dans les restaurants, il prenait un petit temps avec quelqu'un il voyait un gestionnaire, c'est arrivé à un moment donné, un de nos clients de longue date qui est devenu un client qui nous a introduit à plusieurs autres. Il faisait ses horaires sur le coin d'une table, puis la fille André travaillait dans ce restaurant-là. Il est arrivé, puis il a parlé avec cette personne-là. Puis finalement, au début, il offrait gratuitement la plateforme. Fait qu'on avait 10 clients gratuits qui n'étaient pas vraiment des clients finalement. Mais en fait, plus tard, ce qui est arrivé, c'est que ces clients-là sont devenus payants. Et c'est là que nous, on est arrivé all-in dans Agendrix. Si je fais une pause, c'est en quelle année ça? Là, on est en 2015. 2015, c'est là 5 ans. Alors, ça a commencé là 5 ans, les 10 premiers clients. Là. Exact. Là. Il y avait 10 clients, 150 utilisateurs là, à peu près. Puis là, c'est vraiment là qu'on s'est joint, Mathieu, Charles et moi, avec notre équipe à l'époque aussi de Logem, qu'on a comme fusionné avec Agendrix, si on veut. Fait que, ça a été les débuts. Puis après ça,
Évidemment, je pourrais parler des étapes là, qu'il y a eu lieu entre 10 clients, puis aujourd'hui, on a plus de 5000 milieux de travail qui utilisent Agendrix. Fait que, il y a eu plusieurs étapes, disons. Puis si on prend quelques minutes pour parler des étapes passées d'une dizaine de clients, parce que toi, tu as vraiment vu une opportunité d'affaires, tu t'es dit, hey, il y a un marché de gestion d'horaire qui est pas exploité, c'est compliqué, les gestionnaires passent beaucoup, beaucoup de temps à gérer les horaires, ils perdent des employés parce qu'ils n'ont pas pris en considération les congés, etc. On a vraiment une solution pour répondre à ça. Tu t'es joint à un produit déjà existant, mais vous l'avez amplement ignoré, mais ça a été quoi les premiers steps pour passer de 10 clients gratuits à 7000 entreprises? Là? Ça a été quoi ton premier step? Écoute, la première des choses, c'est qu'on avait quand même un site web qu'on a pris le temps d'optimiser. Je dirais, en fait, il y a eu plusieurs choses. C'est un agrégat de plusieurs éléments. Je dirais, la première affaire de tout, qui nous a toujours servi chez Agendrix, c'est que chaque client, surtout au début, on était tellement extrême, les clients avaient des numéros de téléphone quasiment d'André, puis de moi, puis pouvaient parler au téléphone avec nous à tout moment pour me poser des questions. Mais je pense que ça a été un élément clé au début. Dans le fond, il y a un principe souvent utilisé en startup qui est « do things that don't scale ». Initialement, c'est vraiment ça qu'on a fait au début. C'est qu'on passait un temps fou avec ces clients-là, prendre leur feedback, faire du bon service client. Puis ça l'a aidé rapidement à ce que d'autres personnes, à ce que, mettons, un de nos clients commence à nous référer à un autre client. Puis, évidemment, nous autres, dans notre rôle au début, c'était de dire, OK, hey, tu sais, c'est quoi ton réseau de clients? Puis essayer de, une fois que quelqu'un était bien servi, puis qu'il trouvait non plus les prix au début étaient vraiment, vraiment très peu dispendieux, ça nous ouvrait la porte à dire, tu sais, c'est avec le client qui gagnait quelque chose de vraiment intéressant, faire affaire avec Agendrix en ce moment, avoir cette relation de proximité-là avec nous aussi. Puis là, nous autres, on a vraiment travaillé à dire, OK, qui sont les prochains contacts, les appeler, faire des cold calls. Ça n'a pas commencé vraiment directement par le web, mais par la suite, on est venu rapidement optimiser le site aussi d'un point de vue SEO. On voyait qu'il y avait quand même un certain lot de trafic qui est sur des termes de gestion d'horaire, de gestion de temps, trouver le moyen d'optimiser le site. Puis, on est rapidement allé aussi, j'ai lancé des campagnes de Google Ads, dans le fond, de différentes manières pour essayer de... On voyait qu'il avait vu qu'il y avait un trafic, on était capable d'exploiter ce trafic-là assez rapidement. Puis, vu que c'est long au début, se positionner sur les moteurs de recherche, ça peut prendre quand même un certain temps avant que tu sois reconnu puis que tu sois le premier comme aujourd'hui. On est vraiment de loin le premier au Québec quand tu cherches des choses sur Agendrix, gestion d'horaire, logiciel de gestion d'horaire, tu vas voir Agendrix rapidement, mais ça se fait avec beaucoup de temps. Mais au début, vu que ça prend du temps, on est allé, on a comme triché en utilisant Google Ads, en fait, finalement, qui est une technique, une stratégie que beaucoup, beaucoup de gens utilisent de différentes grosseurs, même des fois pour partir des nouveaux projets, tester si ça peut amener de l'attraction ou pour justement exploiter le volume de recherche au maximum. Mais je trouve ça vraiment intéressant qu'est-ce que tu apportes parce que tu n'as pas commencé avec des gros budgets, dire hey, on avait 1 million, on a mis ça en Google Ads, on a attiré des trafics. Tu es une compagnie technologique qui faisait des cold calls pour aller chercher des clients. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Tu as bootstrappé la compagnie à fond, tu es allé chercher des feedbacks de clients, t'assurer que tes clients soient fidèles. Puis tu as eu, qu'est-ce que je comprends, tu as vraiment eu une belle croissance organique aussi. Alors, tu allais chercher de nouveaux clients, mais tes clients t'en référaient d'autres, un peu comme un planificateur financier, c'est classique. Là. Tu te rends compte ton planificateur financier, termine et dit peux-tu me mettre tes 10 noms d'amis que je pourrais rencontrer sur la liste si tu aimes mon service? Puis là, il appelle les 10 amis. Puis, absolument, absolument. C'est exactement un peu le principe. Je pense que ça vaut pour n'importe quel business. Là. Au début, c'est tellement important, puis par la suite aussi, c'est une de nos valeurs fondamentales de bien servir les clients puis d'offrir un service exceptionnel. Mais ça a toujours été quelque chose qu'on a fait depuis le début, qui est ancré en nous. Puis je crois que n'importe quelle entreprise, qui soit peu importe la taille, mais c'est encore plus important quand tu pars au début d'avoir une proximité pour aussi le feedback qui permet d'améliorer, qui permet de dire OK, on devrait peut-être développer telle fonction, telle ou telle chose parce que les clients nous en parlent, sont à l'aise de nous en parler aussi. On leur parle au quotidien. Fait que ça, c'est super important. Là.
Ouais. Puis ça oriente le développement des nouveaux features aussi, parce que c'est beau avoir des idées. Nous, comme entrepreneurs, c'est la même chose un petit peu avec Alias. On a des idées par où qu'on veut aller, mais si on ne parle jamais au client, on ne sait pas si le client veut avoir telle feature ou plus telle feature. Parfois, c'est des choses simples qu'on peut mettre en place, puis ça sauve un temps fou à notre client, puis il est super heureux. Alors ça a été, selon moi, un très, très bon coup que vous avez fait de continuellement parler aux clients. Mais là, on parle beaucoup des débuts. On va accélérer, le temps passe, on va accélérer. Aujourd'hui, là, Agendrix, c'est quoi qui fait complètement? Yes, en fait, Agendrix, là, concrètement, c'est un logiciel de gestion de personnel qui simplifie la planification des horaires, le suivi des heures travaillées, donc aussi appelé le punch, là, le punch clock, où les employés pointent leurs heures quand ils rentrent ou quand ils partent du travail, puis les communications aussi dans les entreprises, principalement notre clientèle est principalement ceux qui ont des horaires variables, évidemment, les changements d'horaires sont plus communs dans une entreprise qui n'a pas des employés qui ont tout le temps la même horaire. Mais on a quand même aussi des clientèles qui ont des horaires que, oui, ils peuvent avoir des horaires assez similaires, mais dans leur grille horaire, ils s'en vont à des différents endroits, différents job sites, si on veut, lieux de travail différents, puis qui ont à coordonner ces activités-là. Fait qu'on a beaucoup de restaurants, de commerces de détail. Évidemment, je dis restaurants en ce moment, c'est plus difficile pour eux autres. Mais on a beaucoup de commerces de détail, des pharmacies, des résidences pour personnes âgées, puis aussi même des fois des choses au niveau du service de terrain, là, comme des équipes de construction. Ça s'applique à beaucoup, beaucoup de choses finalement à Gendrix. Alors, si je peux résumer ça, de ce que je comprends, ça s'applique à toutes les entreprises qui ont un certain niveau d'employés, alors comme 4-5 employés, puis des horaires flexibles. Oui, c'est aussi. vraiment 5 employés et plus, parce que pour de vrai, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de TPE qui utilisent Agendrix. Puis le marché du Québec, c'est énormément de TPE. On a aussi on a de plus en plus une grande clientèle qui se développe en Europe aussi, même si notre marché est principalement la grande majorité de notre clientèle est au Québec. On a aussi des clients en Europe et ailleurs aussi. Mais puis en Europe, ben c'est beaucoup, beaucoup de TPE aussi. Fait que puis, à l'inverse, on a des TPE, mais on a aussi des clients qui ont 3000 employés. Là. Bon, on n'en a pas une tonne, mais on a les deux. Là. Parfait. Alors, ça s'applique à plusieurs choses. C'est super facile à intégrer. On ne fera pas un sales pitch, ce n'est pas ça le but de la discussion aujourd'hui, mais pour ceux qui sont intéressés à essayer Agendrix, il y a un 14 jours gratuit actuellement. On sait que dans certains domaines, c'est plus difficile. Ça peut changer les idées, essayer un logiciel pendant le temps des fêtes. Vous avez simplement marqué gratuit en commentaire dans ce live-là. Puis, on va vous envoyer directement le lien pour le 14 jours gratuit. C'est super simple à mettre en place. Là. Mais pour continuer, tu pourrais-tu me parler, Sam, aujourd'hui, le gros de la discussion là, pour les prochaines 40 minutes, on parlait de mise en marché. Ça a été quoi ta meilleure campagne que tu as faite pour faire ta mise en marché? Là? Ça a été quoi ta meilleure campagne? En fait, la meilleure campagne, là, puis là, ça va être plate comme réponse, là, mais je pense que c'est la meilleure campagne pour presque toute entreprise à la base, c'est le bouche à oreille. C'est ultimement, puis c'est drôle, je veux dire, je suis la tête au marketing d'Agendrix, puis je parle du bouche à oreille, mais c'est la réalité, c'est qu'il n'y a pas mieux que des gens qui ont vécu l'expérience avec Agendrix pour en parler avec d'autres. Puis on a une particularité qui est très cool chez Agendrix, c'est qu'il y a un gestionnaire qui paie pour utiliser Agendrix, mais il y a ses employés aussi qui, supposons un commerce de détail qui a 25 employés. Et ces 25 employés, surtout dans le commerce de détail, la restauration ou autre, il y a un gros taux de roulement au niveau des employés. Fait qu'après ça, ces 25 personnes qui, s'ils sont heureuses avec Agendrix, peuvent devenir des ambassadeurs quand ils s'en vont éventuellement dans une autre entreprise. Puis ça, c'est une réalité qu'on sait, puis c'est une des raisons aussi, c'est pas la raison, là, nos motivations sont beaucoup plus grandes que juste c'est d'aider les gens ultimement, mais on a toujours porté une grande, grande, grande attention sur offrir la meilleure expérience d'un point de vue de notre produit, aussi pour les employés. C'est pour ça que même les employés peuvent parler directement avec notre équipe de service client. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens, des fois, ils disent « Ah, mon client, c'est gestionnaire, je vais m'adresser juste au gestionnaire. » Et nous, on donne vraiment une grande attention aux employés, à tous les utilisateurs finalement, qui ont un point de contact avec Agendrix.
Peux-tu Fait me que donner ça, des exemples concrets d'attention que tu donnes aux employés? C'est quoi là, un avantage d'un employé, exemple, d'avoir Agendrix versus un autre? Là? yes, ben en fait, l'une des raisons pourquoi aussi les gens aiment beaucoup, les employés aiment beaucoup Agendrix, c'est premièrement, on a fait vraiment nos applications mobiles sont très user-friendly, très élégantes. Puis au-delà d'être très friendly et très élégantes, ils ont aussi, c'est facile pour les employés de faire une demande de changement de disponibilité, par exemple, à son employé. Puis ça, c'est un processus qui habituellement se faisait beaucoup. L'employé va demander à son gestionnaire sur le coin d'une table si finalement il lui dit hey, j'ai des examens qui s'en viennent là, mettons, un étudiant. J'ai des examens qui s'en viennent dans 2 semaines. À partir de cette période-là, je vais être je vais être plus occupé, moins disponible. Ben, c'est le genre de choses que tous ces petits processus-là qui créent des irritants, parce que c'est facile pour le gestionnaire après ça d'oublier ce qui s'est fait dire sur le coin d'une table pendant qu'il fait 36 000 autres choses. Là, toutes ces petites affaires-là font en sorte que l'employé a vraiment, vu que c'est bien intégré dans l'application, vraiment le sentiment que comme, OK, quand je passe par Agendrix, ça vient vraiment me faciliter aussi la vie, puis ça m'assure aussi, quand mes demandes sont approuvées, je le sais. Quand mon horaire arrive, mon nouvel horaire qui est publié, je le sais, je le vois, puis le gestionnaire le voit aussi. Tout est clair. Puis ça, c'est la raison, je pense, la facilité d'utilisation, plus le fait que les communications soient imbriquées, puis ça vienne vraiment comme leur outil de référence pour savoir la gestion d'horaire et tout, c'est ce qui fait en sorte que c'est intéressant pour les employés. Ça, c'est vraiment cool, qu'est-ce que tu dis, parce que ça nous tout déjà arrivé dans notre job étudiante. Là, je me rappelle à l'université, quand tu combines travail, études, puis là, tu demandes un congé pour un examen pour étudier, tu n'as pas le congé, tu te sens mal de ne pas rentrer parce que ton boss il est dans le chemin, puis finalement, tu avais fait la demande en bonne et due forme, puis c'est juste un oubli. C'est vraiment un irritant, mais là, tu parles, aujourd'hui, c'est ça, concrètement, c'est ça que vous faites. Mais moi, je suis curieux de savoir, parce que ça, c'est bon pour toutes les entreprises, comment tu as fait pour savoir que l'entreprise avait besoin de ça? Que l'entreprise avait besoin, tu parles de, mettons, des applications mobiles? Non, pas des applications mobiles, mais moi, je parle vraiment comment tu as fait pour reconnaître ce besoin-là, concret, que les employés ils voulaient faire les demandes de, de Ouais. congés directement dans l'application mobile ou même pas directement dans l'application mobile, que c'était mal géré, c'était un irritant. Comment tu as fait pour le savoir que c'était un irritant, ça? Yes. En fait, je voudrais bien prendre le mérite, mais je pense je pourrais dire comment moi j'ai fait, mais je vais dire aussi, je pense que la première des choses, on a vraiment une équipe aussi de développement incroyable. Puis le fait de. Il y a des choses qu'on savait dans la gestion d'horaire, vu qu'on aussi, ça part des besoins aussi qu'André a vécu dans son passé. Il savait, en tant que gestionnaire d'un restaurant, que ces genres de demandes qui reviennent régulièrement, des disponibilités, des échanges de corps, des demandes de remplacement. Fait que l'idée, c'est de dire, OK, c'est des processus qui sont tous liés à de la gestion, puis qui sont tous liés à la gestion d'horaire, à la gestion du temps. Fait que comment on fait après ça pour les amener à la plus simple expression? C'est là qu'on a eu des sessions, plein de sessions avec l'équipe. Dans le fond, au début, c'était en partenaire, là, finalement, là, où on parlait des différents problèmes et tout ça, puis on en parlait avec nos autres développeurs aussi, puis on brainstormait avec eux. Puis on s'inspirait aussi de d'autres produits, de d'autres choses. Puis grâce à ça, on a réussi à dire, OK, voici qu'est-ce qu'on pense que ça devrait être la première version, qui permettrait de bien servir les employés. Puis avec le temps, en mettant quelque chose, quand tu crées, ça c'est quelque chose aussi qui est une réalité, c'est quand tu crées une nouvelle fonctionnalité, c'est pas vrai qu'il y a une fin à ça. Il y a tout le temps, ça fait juste, c'est comme tu crées tout le temps, en créant une nouvelle fonctionnalité, tu crées plein d'autres besoins. Puis quand on a développé au fur et à mesure qu'on a mis en ligne nos nouvelles fonctionnalités, les employés, les gestionnaires nous ont donné beaucoup de feedback. De là aussi, l'idée d'avoir les employés qui peuvent nous écrire aussi parce qu'on répond à leurs besoins, on répond à leurs questions, mais aussi sont une source de feedback incroyable. Fait qu'on a vraiment itéré, puis aujourd'hui, on doit être rendu à la, je ne sais pas combienième version des disponibilités. Puis des fois, ça a été des petites itérations, mais c'est ça qui fait aujourd'hui qu'Agendrix est en mesure. Puis, en passant, là, je parle d'Agendrix et tout ça, mais ça s'applique pour des restaurants, des commerces. Ces principes-là de feedback, puis d'être super proactif, tu pourrais tellement apprendre, mettons un commerce, savoir crime, les gens,
c'est juste par regarder les gens, comment ils rentrent dans un commerce, c'est quoi les premières choses qu'ils regardent, où ils s'arrêtent dans le commerce, qu'est-ce qu'ils font. C'est toutes des choses comme ça qui peuvent s'appliquer dans n'importe quelle entreprise. Nous, dans le fond, on l'a juste appliqué au domaine du logiciel. Dans le fond, qu'est-ce que tu as fait, c'est que tu as vraiment écouté les besoins de tes clients, puis tes clients payeurs, mais tes clients utilisateurs aussi. Parce que même si le gestionnaire veut être intégré à Gendrix, ses employés ne l'utilisent pas, ça finit que ça ne fonctionne pas. Puis, ça m'apporte à te poser une question. Vous étiez une petite équipe au début, mais ça grossit. Aujourd'hui, je crois que vous êtes une trentaine d'employés. Oui, absolument. En fait, je ne sais plus les chiffres exacts, mais je pense qu'on va être à 30 en janvier, là, on va atteindre 33, 34, là, quelque chose de même autour de. Puis, qu'est-ce que je trouve vraiment, vraiment incroyable quand tu me parles d'écouter les clients, je pense que les associés, jusqu'à tout récemment, là, vous aviez une routine de week-end que vous alternez pour faire le support, pour s'assurer de bien filer le besoin du client. Là. Tu pourrais-tu me parler un peu de qu'est-ce que vous faisiez? Oui, absolument. C'est un bon point. C'est qu'on avait jusqu'à, je dirais, là, ça fait quand même plusieurs mois que moi, mettons, j'en fais plus partie. Parce qu'à un moment donné, ça venait quand même aussi avec le day-to-day de toutes les opérations qu'on a chacun à faire, vu que les équipes ont grossi et tout, ça demande plus de gestion. Mais oui, on s'impliquait pendant longtemps, les partenaires, on s'impliquait dans le service client sur les week-ends. On se faisait des rotations parce qu'au début, on n'avait pas non plus une grande équipe de service client. Fait qu'initialement, il fallait que quelqu'un s'en occupe. Puis pour nous, dans nos valeurs d'offrir un service client exceptionnel, faire les supports le week-end, ce n'était pas une question, c'était une nécessité. Parce qu'on a beaucoup de gens qui font leurs horaires quand même le week-end aussi. Fait qu'à cause de ça, on se rendait disponible. C'est quelque chose qu'on a fait pendant des années, qui a été très, très intéressant, qui nous a permis aussi d'avoir chacun des notions de produits. Tu sais, moi, en étant aujourd'hui plus dans le marketing, je suis moins impliqué, vraiment, vraiment moins, dans le développement du produit. J'ai des personnes de confiance qui s'en occupent aujourd'hui, puis que je sais qu'ils jouent un rôle exceptionnel à ce niveau-là, mais avant, on n'avait pas une équipe de développement aussi de 8-10 personnes. Tu sais. Puis on n'avait pas de service. Il y avait juste 1-2 personnes au service client. Fait qu'il fallait se passer à rotation, sinon ça aurait été la même personne aussi qui aurait fait le service client chaque fin de semaine. Ça aurait été un petit peu heavy. Là, tu sais. Puis, crois-tu que le fait d'écouter le client, de faire le support, ça vous a permis en termes d'associés, mais décideurs aussi des prochains features de votre plateforme, de prendre les bonnes directions pour développer les bons features qui répondaient aux besoins concrets de ta clientèle? Oui, définitivement. Ça nous a beaucoup aidé, surtout au début, alors qu'on était vraiment en mode c'est quoi qu'on devrait faire avec Agendrix? C'est quoi les besoins clés et tout ça? T'sais. Là, on a des bonnes bases établies, mais c'est encore important. Le service client est encore, pour nous, hyper important pour ce feedback-là, c'est clé. Mais je pense que oui, ça a été vraiment, vraiment bon pour nous autres pour aussi permettre à tout le monde d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est quoi les pain points des clients réels, puis c'est quoi pas juste des fois, il y a des fois des pain points, mais aussi des trucs que les clients peuvent dire, puis que ça te fait réfléchir, mais ils n'ont pas nécessairement, le problème n'est pas clair, mais ça permet après ça d'amener des discussions, puis de générer des discussions qu'on avait d'ailleurs à chaque semaine. On a une équipe qui comme débattait des problématiques ou des cas qui se sont produits chez les clients durant la semaine, la fin de semaine et autres. En étant impliqués, ça nous permettait d'amener des idées à ce niveau-là aussi. C'est vraiment cool, ça. Puis, là, on a parlé du bouche-à-oreille, mais y a-t-il une autre stratégie que tu as faite, hey, moi, j'ai passé là, je ne suis pas 2, tu as commencé à 10, tu es chanceux, mais de 10 clients à 7000 clients, ou c'est une assemblée de plein de choses? C'est beaucoup de choses, mais d'autres choses qui nous ont servi aussi, c'est vraiment aussi, au-delà du service client, d'avoir un produit, ça, c'est la base. Là. Et ça prend un produit que les gens aiment. Il est très aimé en ce moment. On a au-dessus de 12 000 avis 5 étoiles sur les App Stores. Fait que je pense que ça parle de soi-même. Mais au-delà d'avoir justement un produit qui est très aimé, qui évolue et tout, puis d'avoir un service client exceptionnel, après ça, évidemment, il y a toutes sortes de stratégies à mettre en place. Dans les stratégies qu'on a faites, on a beaucoup misé sur des stratégies de contenu. Par exemple, c'est quoi les termes, les mots-clés? C'est quoi, par rapport à certains de ces mots-clés-là, les genres de profils que ça va attirer,
comment on peut amener différentes pages de notre site web à adresser ces profils-là pour les attirer vers Agendrix. Ça a été une chose qu'on pourra peut-être élaborer un petit peu tantôt, un peu plus. Mais il y a aussi, évidemment, on a fait aussi des campagnes publicitaires sur les moteurs de recherche, des campagnes aussi comme sur Facebook, entre autres, qui est un peu des classiques. On fait du Bing Ads aussi. Puis c'est ça, plus l'optimisation du site en continu, en créant des pages aussi de plus en plus importantes. On a aussi créé quelques articles de blog aussi qui génèrent un trafic de gens intéressés par un outil comme Agendrix parce qu'ils cherchent des problématiques qui sont en lien avec quelque chose qu'on fait, sans rentrer exactement dans les détails, mais c'est de trouver c'est quoi que les gens cherchent. On a passé beaucoup de temps au niveau du search puis au niveau de comment on peut maximiser le site web à ce niveau-là. Puis on en passe encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Puis là, on est en train aussi, on a un blog aussi qui est en train d'ailleurs d'augmenter beaucoup en termes de vues dans les derniers mois. Puis c'est quelque chose qu'on est en train aussi de faire, c'est oui, on veut faire des bons articles, mais on veut faire des articles qui se positionnent aussi. On veut aussi attirer des gens, on veut trouver des manières, puis on attire des gens, d'amener ces gens-là vers Agendrix. Fait que c'est toute une stratégie de contenu. Puis aussi, il y a quelque chose qui était clé pour nous aussi, c'est que même si on est une entreprise web, on fait beaucoup de choses traditionnelles encore. On fait encore des cold calls avec une firme spécialisée là-dedans. On participe à des événements aussi, des événements ciblés qu'on sait qui peuvent nous amener, qui peuvent être assez rentables. Puis après ça, il y a l'effet de networking. C'est que, tu sais, oui, OK, tu vas dans un événement, tu rencontres des clients dans cette niche particulière-là, mais après ça, tu prends le temps, un peu comme on faisait au début, de questionner ces gens-là sur c'est quoi, finalement, pouvez-vous me parler un peu plus de votre réseau, qui est. Puis là, tu commences à faire du maillage, puis essayer à partir de chaque client que tu vois qu'il y a un bassin d'autres clients potentiels, d'essayer de faire ce maillage-là pour essayer d'accélérer la pénétration d'Agendrix dans ce marché cible-là, finalement. C'est vraiment cool, puis je trouve ça fou qu'une compagnie informatique comme vous faites encore des appels, des cold calls pour vraiment trouver le bon le client puis de façon traditionnelle. Puis si je peux résumer, là, si j'ai bien compris, vous avez commencé en vous assurant que votre produit était bon, que vos clients vous référaient, que votre client il était satisfait de votre produit. Par la suite, vous êtes allé de façon, je dis la technique de planificateur financier parce que c'est ce qu'on apprenait dans nos livres à l'école, là, mais la technique d'un planificateur financier, c'est-à-dire ton client te réfère à d'autres clients, tes appels, tu grossis. Après ça, tu es allé en marketing de contenu. Alors, tu donnais de l'information à ta clientèle cible qui pouvait les intéresser pour les amener à connaître Agendrix. Ouais. Une fois que vous aviez ça, vous aviez des nouveaux features à développer, plus d'organique, puis de fil en aiguille, vous avez ajouté les ads et tout à l'intérieur de ça. Mais je trouve ça super intéressant comme concept. Puis on va aller dans certains concepts un peu plus tard dans l'entrevue. Mais là, qu'est-ce qui m'intéresse aussi de savoir, Sam, là, c'est quoi ton plus gros, ta pire campagne que tu as faite? Puis ça, je trouve ça vraiment drôle parce que j'ai hâte que... Moi, je la connais, on s'en est parlé une fois dans un appel ensemble, tu m'en as parlé, puis j'ai fait hey, il faudrait le dire dans un live, mais tu pourrais-tu me dire c'est quoi ta pire campagne que tu as faite chez Agendrix? Ouais, je me ferais peut-être envoyer des tomates là, pour ce que je vais dire. Je vais l'assumer. Mais c'est que dans le fond, tu sais, la pire, je dirais que ça l'a fait un certain brand awareness. Puis je sais que mon équipe, s'ils écoutent ça en soirée, ils vont faire on sait de quoi qu'est-ce que tu vas dire. Mais c'est que on a pris beaucoup de temps l'année passée pour faire un super beau vidéo. Puis j'invite les gens à aller le voir. Là. Au moins, ça va créer plus de visites pour cette vidéo-là. Dans le fond, on a fait une vidéo qui c'est votre temps compte. Puis c'est un beau vidéo un peu à la Nike, McDo, des genres de Coca-Cola, là, quelque chose de plus émotionnel et tout. Puis on l'a mis sur Facebook. Puis on a fait, dans le fond, des campagnes publicitaires avec Facebook. Beaucoup de personnes ont checké sur Facebook, mais le but, c'était aussi de faire du brand awareness. C'était pas juste de faire de la conversion. L'objectif, c'était pas juste de faire de la conversion. Mais écoute, histoire rapide, là, on a dépensé une couple de mille, puis il y a eu comme 3 sign-up, 3 inscriptions à notre essai gratuit, puis il n'y a pas eu de client de ça qui a été généré.
Fait que, puis on a mis pas juste une coupe de 1000, mais en temps une coupe de 1000 aussi. Tu sais. Fait que, ça, le vidéo ouais. j'approuve, là, il était impeccable. C'était vraiment une vidéo professionnelle. Vous aviez mis le paquet là, dans la vidéo. Là. Ah oui, ben, puis ça, c'est l'exemple typique, tu sais. Puis juste pour donner une idée comment des fois les choses, puis le marketing, c'est ça, c'est tu fais des tests, tu essaies des choses, des fois, il y a des choses qui vont marcher, des fois, tu vas mettre beaucoup de temps dans quelque chose que tu penses qui va marcher. Finalement, ça ne marche pas pantoute. Des fois, tu vas prendre à l'inverse vraiment moins de temps, faire un petit quelque chose, puis ça va avoir 10 fois plus attirer 10 fois plus de choses. C'est quoi qui va rejoindre l'émotion des gens, mais pas juste l'émotion, mais le problème réel, puis les gens font comment, ah oui, j'ai ce problème-là. Puis ils disent pas ça comme ça, mais ils font comme c'est vrai que c'est fatigant ça, puis là, ils prennent action sur quelque chose. T'sais. Puis tu vois, à l'inverse, t'en as parlé un petit peu aussi de ça, mais après avoir commis un peu cet échec-là, de ne pas avoir vu ça avait généré dans les inscriptions, je m'attendais quand même à ce que ça génère un peu d'inscriptions, plus que ce que ça en a généré, évidemment. Puis finalement, j'ai dit, OK, je vais faire tout le contraire. J'ai pris comme 30 minutes pour faire un test sur Facebook. 30 minutes top chrono. Là. Le test était lancé, la publicité était lancée. J'ai pris un meme parce que je voyais beaucoup de gens faire des memes sur Facebook. Puis ça avait gêné. On avait eu des discussions à l'interne sur les memes. Là. Puis j'ai comme pris un meme, puis j'ai fait utiliser Agendrix sur Excel, puis utiliser Agendrix, faire ses horaires sur Excel, puis faire ses horaires sur Agendrix. Ah, nice. T'sais. Puis c'est ça que le meme montrait, puis c'était vraiment lettre. J'ai même pas fait attention à la fente. C'était tout en caps lock. C'était me rappelle, mon designer, il m'a regardé avec les yeux. Au début, c'est quoi ça? C'est vraiment pas, c'était pas, comme on dit chez nous, des fois, c'était pas Dave Proof, là, c'est notre lead designer. Là, c'était pas Dave Proof. Mais regarde, j'ai fait de quoi de scrappy. J'ai ciblé une audience sur Facebook qui était très pertinente. Puis là, ça a commencé à générer des sign-up en quantité importante. Puis ça a marché pendant un bout. Tu sais. Puis après ça, c'est l'autre affaire, c'est que toute stratégie marketing est éphémère. C'est qu'il y a un certain moment, peu importe la stratégie, elle sera plus bonne. Tu sais. Elle va être bonne pendant un certain moment. Celle-là nous a servi. Mais à un moment donné, les inscriptions coûtaient trop cher. Fait que là, il fallait passer à d'autres choses, mais on l'a exploité quand même un certain temps pendant que ça fonctionnait pour nous. Puis ça a été fait presque sur le coin d'une feuille, là, dans un meeting. Puis moi, je l'ai en tête. J'imagine ton vidéo, là, la vidéo, j'ai vu les deux pubs. Je suis originaire de la même région qu'Agendrix, alors j'ai été targeté pas mal par les publicités initialement. Là. Mais je vois exactement les deux pubs. Puis c'est vrai que la deuxième publicité, c'était le memes, là, il me faisait rire, puis ça a eu un reach de fou. Mais en parlant de publicité éphémère, je revenais à ce qu'on a parlé initialement. Tu avais parlé de recherche par mots-clés, de marketing de contenu. Mais comment tu fais vraiment pour trouver what's the next? Tu me dis, oui, c'est éphémère, mais pendant que ça fonctionne, il faut que tu travailles sur le next thing. Mais comment tu fais pour trouver, c'est quoi mes prochains mots-clés? C'est quoi que je vais faire comme prochaine étape? C'est comment tu fais pour trouver ça? OK. Bien, une des choses que je fais, puis qu'on fait beaucoup chez Agendrix aussi, c'est qu'on s'inspire, puis on est premièrement constamment en train de s'éduquer sur des pratiques, des choses qui ont bien fonctionné pour d'autres entreprises qui ne sont pas dans le même domaine, que ça soit dans la tech ou même ailleurs. Bien, on a vraiment une équipe qui est très, 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 je dirais, érudite, là, où un de mes partenaires, je pense qu'il est rendu à presque son 50e livre dans cette année. Ça te donne une idée, là. Mais tu sais, lui, il lit beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup, beaucoup de vidéos le matin, le soir. Fait qu'on a chacun nos manières, mais après ça, on a aussi des façons, vu qu'on a une belle chimie aussi entre nous, puis une belle collaboration, je parle de toute l'équipe, ben on se partage des idées régulièrement, on se partage des best practices par courriel ou de différentes manières. Puis ça l'aide à générer un pipeline d'idées, de tests, de choses qu'on devrait essayer. Puis qu'on devrait justement mettre en place. Puis évidemment, ben il y a des choses comme ça qu'on pense qu'il faut mettre en place ou des tests. Puis moi aussi, il y a une partie dans mon rôle, évidemment, j'ai aussi un peu la big picture de toutes ces idées-là, mais de certaines idées ou certaines choses aussi, des fois, sur le long terme, tu sais, comme la stratégie de contenu qu'on fait avec le blog.
qui est en train de vraiment lever graduellement. Mais c'est une vision que j'avais il y a longtemps. Je me disais, je crois que on a une valeur très forte qui se rapproche de notre mission, c'est d'inspirer une gestion plus humaine. Puis, on développe vraiment des articles qui aident des gestionnaires d'entreprises à s'inspirer sur des pratiques de gestion plus humaine. Mais après ça, on donne toutes sortes de trucs sur comment tu peux justement, qui aident à mieux gérer ton personnel avec l'approche humaine. Puis c'est une vision qui part de loin, puis qu'avec le temps, ben nous autres mêmes, à force de le faire, on devient des experts dans OK, ben on a parlé de tel article. On s'inspirait au début, mais là, on est rendu qu'on s'inspire de nos propres articles. Fait que tu crées ta propre, tu crées tes propres choses qui ton bucket de projets sur lesquels tu finis par bâtir encore plus. Fait que ces idées-là, finalement, ça part de beaucoup, pour répondre à revenir à ta question très simplement, s'inspirer des meilleures pratiques, de plusieurs choses, continuer d'apprendre, de tout le temps apprendre, puis baser sur tout ce que tu apprends, puis sur les meilleures pratiques que tu apprends aussi, ben d'après ça, d'avoir des discussions qui favorisent la créativité puis l'idéation de nouvelles idées, puis de nouveaux projets. Puis ça, c'est super cool, mais c'est beaucoup théorique. Là. On se base sur ses meilleures pratiques, c'est très, très théorique, mais réellement, as-tu un outil? Si je te dis, hey, moi, je suis propriétaire, je suis associé chez Alias Entrepreneur, puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que les entrepreneurs recherchent sur Internet en ce moment? C'est quoi les trends qui sont cool? Y a-t-il des outils qui existent pour savoir les mots-clés qui sont les plus recherchés dans ta région? Oui, absolument. En fait, tu parles de Trends. Il y a Google Trends qui est aussi simple que ça. Tu peux googler Google Trends. Ça peut te donner une idée rapidement. On a fait des initiatives sur la COVID, un formulaire de COVID dans Gendrix. Les gens peuvent, avant de rentrer au travail, ils peuvent, les employés, comme répondre à quelques questions. Bon, ben ça, c'est une initiative qu'on a faite il n'y a pas si longtemps que les clients ont bien apprécié. Même des gens qui veulent essayer à Gendrix juste pour cette raison-là. Puis qui sont devenus clients pour cette raison-là. Fait que, tu sais, ça, comment on a fait ça? Ben, exemple, il y avait des gens dans mon équipe qui disaient on devrait faire ça, peut-être, ben, pas par rapport au produit, mais on devrait peut-être faire une page pour mettre en valeur ce qu'on a fait. Mais puis après ça, peut-être développer, même faire des annonces là-dessus ou d'autres choses. Fait que là, comment on a fait ça? Ben, premièrement, y a-tu beaucoup de gens qui cherchent formulaire COVID ou des choses comme ça? Puis dans Google Trends, ben, tu vois rapidement la trend. Tu vois que, OK, il y avait 0 personne qui cherchait ça il y a 6 mois. Puis là, ben, sur l'indice, sur un indice de 100, c'est rendu, mettons, à 70. T'sais. Et à 70, c'est très recherché. Ça montre que la trend est vraiment, quand il y a 70 sur Google Trends, ça dit, OK, c'est quelque chose qui a de la recherche. Après ça, ce que tu peux faire, tu peux aller dans Google, qui est gratuit en passant, qui est la tool de Google, qui est Google Keywords Planner. Et tu peux, après ça, bâtir comme, OK, c'est quoi la liste de mots-clés que les gens pourraient chercher pour trouver des produits que je fais. T'sais. Puis là, tu bâtis une liste de mots-clés, que ça soit essayer, mettons, acheter chaussures, mettons que tu vends des chaussures, acheter chaussures sport, acheter chaussures Michael Jordan si tu vends des chaussures de basket. Là, tu te bâtis une liste de mots-clés. Tu le vas dans Keyword Planner. Tu peux faire, il y a un endroit, ça s'appelle Generate IDs. Là. Fait que tu mets ta liste de mots-clés, ça te génère d'autres idées. Tu peux après ça voir le volume moyen de chacun de ces mots-clés par mois. Ce n'est pas exact en passant, là, le volume moyen, des fois ils disent 250. Ce n'est pas 250, là, c'est un estimé. Puis, c'est par rapport à souvent ce qu'ils appellent, là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, là, mais c'est le exact match là, ou le phrase match, c'est-à-dire que chaussures, Michael Jordan, mettons exactement. Mais il y a des gens qui vont peut-être chercher souliers Michael Jordan ou d'autres termes de ce genre-là. Fait que c'est à toi de faire cette espèce de liste de mots-clés-là, d'aller dans Google Keywords Planner Tool qui est gratuit, de créer une liste d'idées, de trier ces mots-là pour voir c'est quoi les trafics, ceux que je devrais absolument avoir. Là, ça peut déjà donner une idée, hey, basé sur ceux-là, je devrais créer des pages spécifiques à chaussures Michael Jordan. Là, après ça, ben, tes pages peuvent être optimisées pour ça. Fait que, ils peuvent avoir, par exemple, le titre devrait avoir peut-être chaussures Michael Jordan. Puis là, tu devrais avoir toutes les
les chaussures Michael Jordan. L'URL dans ton site devrait avoir ça. Fait qu'il y a plein de détails comme ça, là, c'est sans rentrer dans vraiment les micro-détails, mais qui sont importants à tenir en compte. Puis bâtir une liste de mots-clés, je pense que c'est un travail que toutes les entreprises devraient faire, honnêtement. Oh, Anthony? C'est de commencer par. C'est vraiment la première étape, je crois. Puis tu as raison, c'est de voir, OK, c'est quoi que ma clientèle va rechercher sur Google. Puis vous l'avez bien fait là, avec faire ses horaires avec Excel. Vous avez un formulaire Excel gratuit que vous donnez aux clients parce que j'imagine que vous avez déterminé que c'était un trend ou des mots-clés qui étaient recherchés. Puis vous donnez un lead magnet qui était un vrai outil pour faire des horaires avec Excel. Une fois que le lead est rentré, vous pouvez le remarketer pour lui vendre l'avantage d'utiliser Agendrix. Alors, vous allez chercher du trafic, mais une fois que le trafic est venu à ton site, il faut que tu le convertisses aussi. Alors, il faut aller chercher de l'information parce que je lis un livre actuellement. C'est très rare que je lis. Je commence à rentrer ça dans mes habitudes. Je suis loin d'être un gars académique lecture. Je suis plus comme toi, j'adore les vidéos, mais en 2021, je me suis donné comme objectif de lire un livre par mois. Alors, c'est mon premier livre que je lis actuellement. Mais dans le livre, justement, il parle d'un client qui vient sur ton site web. Tu te rappelles-tu un site web que tu es allé, que tu n'as pas laissé une information pour que tu es retourné sur ce site web-là? Alors, si tu n'as pas laissé ton adresse courriel ou tu n'as pas téléchargé le guide gratuit, les chances que ton client potentiel qui a travaillé fort, qui est venu, qui a lu ton article, qui a consommé ton contenu, qui revienne, il est très faible. Puis, tu l'as bien fait, là, mais avec le lead magnet, tu télécharges l'horaire Excel, tu récupères l'adresse courriel, mais au moins, ça fait une historique, tu bâtis une liste de clients potentiels. As-tu d'autres trucs comme ça que tu peux donner avec, c'est beau avoir un blog, c'est beau faire la recherche de mots-clés, mais une fois que les gens parlent de Facebook ou de peu importe la campagne publicitaire, ton AdWords, qui viennent sur ton site web, c'est quoi les étapes concrètes que vous faites pour le convertir en client? Oui. Plusieurs étapes. Évidemment, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler dessus. C'est avoir des landing pages qui sont, en ce moment, comme là, c'était même pas une des meilleures pratiques. En fait, il y a plusieurs philosophies là, à ce niveau-là, mais c'était en ce moment, quand les gens cliquaient sur une publicité, mettons sur Google Ads, ils cherchent un logiciel de gestion d'horaire, on les amenait sur notre page de gestion d'horaire. Mais là, pour optimiser cette conversion-là, on va les amener sur une landing page où tout ce que tu vois dans cette page-là, c'est vraiment des trucs de gestion d'horaire. Fait qu'une page web sur laquelle, ça c'est valable pour n'importe quelle publicité que tu fais sur Facebook, Google ou quand tu fais de la publicité web, c'est d'avoir une bonne page dans laquelle les gens vont tomber après avoir cliqué sur ton annonce, puis qui va être spécifique à ce qu'ils est en train de rechercher ou ce qui est en train c'est quoi le message qu'ils se sont fait vendre. Après ça, le processus d'inscription, dans notre cas, ben là, on est en train, c'est drôle parce que je dis ça, puis on est en train de retravailler plusieurs de ces processus-là, ben, amener à comme des bénéfices ou des choses qui vont faire en sorte que dans les étapes du processus d'inscription, ben, la personne, dans son essai gratuit, là, va avoir l'impression que ça a de la valeur pour elle, puis qu'elle va comprendre, en fait, pas juste l'impression, mais qu'on fasse ressortir la plus-value du processus. Après ça, quand on tourne dans l'application, cette personne-là, exemple, ben là, c'est une possibilité, cette personne-là t'a donné son courriel, puis c'est une bonne possibilité pour l'amener à comme comprendre rapidement c'est quoi les choses comment justement son utilisation d'Agendrix, c'est quoi les choses qu'elle doit faire par rapport à son utilisation d'Agendrix pour en maximiser le nombre de bénéfices. C'est un peu ce qu'on appelle un drip, là, faire une séquence de courriels clés par rapport à ce que la personne est en train de faire. C'est quoi ce qu'elle recherche en fait à faire avec l'application. Fait que, bref, envoyer des courriels à ce niveau-là. Puis évidemment, ben, dans notre cas, là, c'est très propre à du software, là, mais ces mêmes processus-là peuvent s'appliquer de différentes manières dans d'autres types de domaines. Mais après ça, bon, ben, toutes les étapes de quand la personne est dans l'application, c'est quoi qu'elle voit dans l'application au début, c'est quoi les actions qu'elle va faire qui vont l'amener à plus rapidement essayer Agendrix, inviter ses employés à la plateforme. C'est prendre un peu comme la journée d'un client, là, peu importe dans le fond l'entreprise, encore une fois, là, prendre la journée d'un client,
et vraiment l'analyser puis la décortiquer en plusieurs morceaux. Exemple, pour un commerce de détail, qu'est-ce que le client voit quand il rentre dans le commerce? C'est quoi le premier feeling qu'il va avoir? Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il y a plusieurs choses à faire, dans le fond, plusieurs étapes. Puis éventuellement, même plus loin que ça, il y a aussi qu'est-ce qu'on peut faire une fois que le client utilise le produit pour lui montrer qu'il y a d'autres choses aussi qu'il pourrait utiliser dans le produit qui pourraient lui être bénéfiques, puis qui pourrait en fait devenir un client qui pourrait être encore un client qui utiliserait encore davantage la plateforme et donc qui paierait peut-être pour d'autres fonctionnalités additionnelles. Mais c'est ça, c'est de décortiquer le processus puis d'adresser chacun des éléments du processus. C'est quelque chose qui est très exhaustif à faire, qui est long, comme je dis, on est encore en train de travailler dessus. Je pense qu'on va encore être en train de travailler là-dessus dans 2 ans. C'est tout le temps à se reposer la question. Puis évidemment, ben aussi, plus tu as de clients, ben plus ça vaut la peine parce que quand tu optimises des petites parties de ce processus-là, ben ultimement, si on génère un meilleur taux d'inscription, ben ça va se refléter il va y avoir plus de gens qui vont arriver dans Agendrix. Si après ça, on génère un meilleur taux pour activer des clients, il va y avoir plus de clients qui vont devenir plus de prospects qui vont devenir des clients payants. Donc, c'est vraiment de décortiquer le processus. Puis ça, c'est quelque chose, là, on l'a parlé beaucoup pour la tech, là, mais pour résumer, là, ça se fait depuis toujours en restauration. On le voit beaucoup. Quand on commande un repas au restaurant, c'est dans à peu près tous les restaurants, tu termines ton repas, aimeriez-vous un dessert? Mais tu as consommé un repas, il y a des bonnes chances que tu veuilles un dessert, une petite dent sucrée. Alors, c'est vraiment de prendre le client, de bien comprendre son besoin, de bien comprendre par où il rentre. Puis à ce temps, avec les CRM, puis tous les outils qui existent, là, c'est super simple à mettre en place, de savoir de où que le client rentre, puis d'y envoyer un courriel qui est en lien avec qu'est-ce qu'il recherche. Alors, j'ai pris l'exemple d'un restaurant, mais je peux le faire aussi pour une boutique de souliers, de vente de souliers de course. Quelqu'un qui achète une paire de souliers de course, il y a des bonnes chances qu'il veuille avoir un jacket à l'automne pour aller courir dehors parce qu'acheter ses souliers de course. Alors, si vous avez fait la vente, vous avez récupéré son adresse courriel, vous pouvez lui envoyer une vente seulement pour le client qui a acheté une paire de souliers. Vous avez acheté une paire de souliers durant l'été. Pour tous ceux qui ont acheté une paire de souliers, on a 20% pour nos manteaux automnales. Puis là, ça va vous amener de la clientèle, ça va vous amener des ventes. Puis même si les clients ne peuvent pas venir en boutique parce que votre boutique est fermée avec les mesures sanitaires, bien, il peut aller sur ta boutique en ligne et acheter un produit qui a fortement besoin, qu'il y a une majorité des gens qui vont acheter un produit A vont avoir besoin du produit B. Puis c'est un petit peu ça que vous faites, puis vous le faites dans le software. Alors la personne vient, est intéressée par quelque chose, elle laisse son adresse courriel, puis vous leur targetez avec quelque chose qui pourrait l'intéresser. Puis c'est vraiment important l'intérêt, je crois, dans ce type de marketing-là, là, mais s'assurer que le client est intéressé par ce que vous offrez. Oui, puis quand un client, une autre affaire aussi qui est intéressante, c'est quand un client dit qu'il aime, ou tu le vois souvent, ou tu sais que le client aime ça. Après ça, juste de stimuler, je pense que les gens sous-exploitent le fait de, comme, quand tu as un client qui est satisfait, de dire, ah, ben, tu peux-tu me laisser un avis, comme, c'est pas pour rien qu'on a 12 000 avis 5 étoiles. C'est parce que c'est pas juste les gens qui disent, ah, je vais aller absolument laisser un avis sur Agendrix, Il y a des manières de stimuler ça, puis des fois, c'est juste de poser la question, dans un commerce de détail, quelqu'un qui revient souvent, mettons, puis qui va acheter, je sais pas, comme moi, je suis un cas typique, là. Je vais m'acheter aux 6 mois, là, j'arrive, là, puis là, je vais m'acheter à un magasin, là, plein de vêtements, là. Mais tu sais, c'est simple après ça puis c'est tout souvent les mêmes magasins. C'est simple pour la personne qui dirait, hey, tu sais, en passant, tu sais, on te voit souvent, tout ça, tu sais, tu peux inviter soit à liker ou juste à faire partie, mettre de l'avant, qui ont un club de je ne sais pas trop quoi, ou tu sais, que tu vas avoir plus de rabais si tu es dans ce club-là, ou tu sais, quelque chose qui stimule le fait que tu as un autre touch point avec ton client, tu sais. Puis qui, dans l'esprit du client, après ça, ben, même qu'il n'y a pas besoin mettons, pas d'Agendrix, mais d'un produit de vêtements, ben, il va repenser à cette marque-là souvent. Quand il va avoir besoin de vêtements, il y a des fortes chances qu'il va plus aller vers cette marque-là aussi parce qu'il y a plus de touch points, il voit plus de choses dans son fil d'actualité sur la marque. C'est beaucoup d'éléments de même qui sont des fois sous-exploités.
Et c'est souvent simple à mettre en place. Puis la première étape, je dirais, si vous n'avez pas de CRM, si vous n'avez pas de moyen de tracker les clients, on a écrit un bel article dernièrement là, sur l'importance d'avoir un CRM dans les entreprises. Commencez par juste prendre l'adresse courriel de vos clients, sans envoyer du spam, mais prenez les adresses courriels, demandez-leur de l'information. Est-ce que je peux t'envoyer des offres? Est-ce que je peux t'envoyer mes nouveautés? Puis la plupart des clients sont très heureux de recevoir ça, puis ça va les faire passer d'aller consommer dans un commerce local, puis ça va leur faire réaliser qu'ils ont besoin de tout ça avant même d'aller dans un magasin à grande surface puis de l'acheter parce que là, ils l'ont vu puis ils en avaient besoin à ce moment-là. Alors, on peut s'introduire là-dedans. On a parlé beaucoup de ça, mais il y a une autre partie d'Agendrix que j'adore. Moi, je connais Agendrix depuis quelques temps. C'est une entreprise que j'admire. Mais il y a un côté, on a parlé beaucoup du go-to-market, mais il y a un côté à l'interne chez Agendrix qui est super le fun, c'est la culture d'entreprise. Ils ont une super de belle culture d'entreprise. J'ai un de mes amis que j'ai étudié avec au cégep, que c'était quelqu'un assez sur le party. Puis, j'aurais jamais cru que cette personne-là aurait pu avoir une entreprise autant tatouée sur le cœur qu'Agendrix. Puis aujourd'hui, il travaille chez Agendrix. Il est fier de travailler chez Agendrix. Mais c'est quoi que vous faites pour avoir une aussi belle culture d'entreprise dans votre entreprise? Yes, ben écoute, bien des choses. Je pourrais parler des trucs le fun, là, comme des petits. Premièrement, on fait des. Là, c'est sûr, avec la situation actuelle, c'est plus difficile, puis on peut pas vraiment se regrouper, mais on organisait, puis on essaie encore d'organiser des événements mensuels que, dans le fond, souvent, comme par exemple, ce qu'on faisait avant COVID, c'est, mettons, on allait une fois par mois, on invitait tout le monde, on payait comme un repas ou une bière, un repas ou quelque chose de même, des trucs simples, mais c'était payé à tout le monde. Puis on a un comité qui organise justement ces événements-là. Fait que ces événements-là sont souvent attendus par plusieurs parce que c'est. Puis moi, j'en fais partie des gens qui. Parce que justement, on a une super belle gang. On a du monde qu'on s'entend bien au travail comme en dehors. Fait que ça fait que le climat est juste super agréable. L'autre chose qu'on fait là, maintenant, on est tous en télétravail, on a quelque chose qu'on appelle les donuts. C'est qu'on utilise un outil de communication interne fait pour les gens qui font du travail de bureau. Puis dans cet outil-là, on a sporadiquement, en fait, une fois par semaine à peu près, il y a un pop-up qui match, mettons, qui va matcher moi avec une autre personne dans l'entreprise, peu importe c'est qui. Puis là, on va prendre un petit 15 minutes pour parler de tout et de rien. Puis des fois, même le donut, ce qu'il fait, c'est qu'il va proposer un sujet ou poser une question. Fait que tu peux partir de là, puis ça crée un sujet de discussion pour du monde que je sais pas, j'ai peut-être moins discuté avec quelqu'un d'autre, je ne saurais pas par où commencer, mais là, avec ça, ça facilite l'échange. Une autre chose que je fais, moi, par exemple, dans mon équipe, c'est qu'on a un dîner chaque semaine. On le fait un petit peu moins des 2 dans la semaine parce qu'il y a moins de monde aussi les gens commencent à prendre des vacances et tout. Mais règle générale, on essaie de faire un dîner à chaque semaine ou presque pour juste prendre 30 minutes, 45 minutes, manger ensemble à distance, jaser. Fait que pour quand même comme qu'on ait ça aussi. Puis je sais que moi personnellement aussi, c'est une pratique que je fais beaucoup et que j'aime, c'est que dans nos rencontres aussi, on prend le temps aussi, c'est niaiseux, mais je trouve que le monde, ils passent trop vite par-dessus ça des fois, mais c'est prendre le temps de dire comment ça va, puis qu'est-ce qui se passe de bon. Prendre un 5 minutes juste pour comme parler aussi des fois, puis pas tout le temps des 5 minutes, mais juste prendre le pouls, comment la personne va, puis avoir une petite discussion, ça l'aide aussi à créer, à développer des relations aussi qui vont au-delà du travail. Fait que c'est ces petites choses-là qu'on fait qui sont simples. Puis on a plein d'autres choses qu'on fait. Je pense aussi une des choses qui est très importante et que les gens sous-estiment aussi beaucoup, c'est qu'on a des produits, on utilise des produits nous autres mêmes, beaucoup d'applications évidemment, pour gérer tout ce qu'on fait. C'est les outils qu'on utilise, les gens les trouvent cool, sont friendly users, sont modernes. Puis ça fait en sorte que aussi, ça crée un environnement de travail qui est plus agréable aussi. T'sais. Après ça, une autre dernière affaire que je pourrais dire, parce que je pourrais en parler pendant longtemps, mais c'est que dans notre outil de communication interne, on a aussi un channel, par exemple, random, là, puis les gens envoient n'importe quoi là-dedans, des fois des trucs drôles, des fois des... Fait que, ça fait en sorte que quand quelqu'un veut être focus 2 heures sur de quoi, mais après ça, quand il a le goût de
de cool down un peu, ben, il va dans le channel random, puis là, il y a des choses drôles, des conversations drôles. Fait que ça fait en sorte que comme tu n'as pas l'impression que tu travailles, mais tu as un environnement qui est vraiment plus, plus friendly. Tu sais. Puis, ça serait quoi ton top 3 d'outils que vous utilisez à l'interne que tu suggérais aux gens? Exemple, ton outil de communication. C'est propre. Écoute, l'affaire, c'est ça, c'est que c'est vraiment propre au monde du software. Fait que je pense pas que les exemples. Ouais, c'est que si je donnais les exemples, comme, tu sais, je vais donner un exemple qu'on utilise depuis quasiment le début d'Agendrix, qui est Intercom, qui est notre outil de chat. On adore cet outil-là. C'est aussi notre outil. C'est un outil qu'on se sert qui est comme une petite bulle dans Agendrix que tu peux écrire. Puis on a un bot aussi qui peut répondre automatiquement à des gens. Il y a un centre d'aide lié à ça. Mais tu sais, c'est un outil qu'on aime, mais ça ne s'applique pas nécessairement de cette manière-là à, mettons, un commerce de détail. Mais, ouais, c'est ça. Je te dirais, tu sais, réellement, c'est trop relié au software. Ouais, c'est trop ciblé, ouais. Il n'y a pas de trouble. Là, on est sur la fin. Je vais prendre 5 minutes de plus, si tu me permets, Sam, si tu n'as rien. Après, j'aimerais ça. On avait eu des questions. Il y a 3 questions du public que j'aimerais qu'on te poser pour que tu puisses lui répondre. Alors, la première question de Sébastien. Quelle est l'erreur qui t'a fait apprendre le plus dans ton parcours d'entrepreneur? Oui, c'est une bonne question. Premièrement, je pense que c'est la nature des choses aussi de faire des erreurs puis d'apprendre de ces erreurs-là. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup de gens, en fait, qui ne font pas des erreurs. Je dirais ceci. C'est peut-être pas la meilleure réponse, mais je dirais que tant que quelque chose n'est pas officiel, n'est pas signé, modérer ses attentes. Parce que tant que c'est pas fait, des fois, on peut s'embarquer vite. Puis c'est plus que ça nous crée des déceptions personnelles quand si on a trop d'attentes. Puis des fois, quelque chose, j'ai souvent vu quelqu'un dire ah, c'est cool, mettons, comme que ça soit en fait même chez Agendrix ou mettons comme dans l'immobilier. C'est facile des fois d'avoir la perception que quelque chose va arriver à une conclusion, à une entente ou autre. Finalement, il y a plein d'affaires qui font en sorte que ça tombe puis à la dernière minute. Puis ça arrive souvent. Fait que c'est important d'avoir un... Puis avec le temps, on dirait que tu finis par te bâtir une coquille aussi par rapport à ces choses-là. Puis tu développes un peu justement ton intelligence émotionnelle par rapport à ça parce que tu ne te fais pas trop d'attentes. Ou tu peux avoir des attentes, puis c'est excitant, il y a quelque chose qui s'en vient, mais tant que c'est pas fait, c'est comme... C'est pas fait. C'est ça, c'est pas terminé. La poker face. Comme dirait le dicton, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Si je continue, Frédéric nous a posé une autre question. Quelles leçons avez-vous apprises spécifiquement concernant les méthodes que vous préconisez pour l'acquisition de la clientèle? OK. Qu'est-ce que j'ai appris spécifiquement pour les méthodes pour préconiser l'acquisition de la clientèle? En fait, je pense que tu vas faire peut-être revenir un peu sur le Google Planner Tool. Là, le fait de... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient, puis je ne sais pas si ça va bien répondre à la question, mais il y a beaucoup de gens, en se mettant les mains dans un outil comme Google Keyword Planner Tool, parce que ça, c'est vraiment une question spécifique à l'acquisition, fait que j'essaie de... Mais c'est que, premièrement, quand tu fais cette espèce d'éventail de mots-clés-là que j'ai parlé un peu plus tôt dans la conversation, ben, je crois que c'est vraiment important de ne pas cannibaliser les différentes thématiques que tu souhaites adresser, ou c'est très propre au marketing web, là, mais que tu souhaites adresser. Puis après ça, je pense que c'est vraiment important de bâtir par des thématiques, c'est quoi les éléments clés que tu veux t'adresser dans ces thématiques-là pour attirer des clients potentiels. Puis, ultimement, comme par exemple, je vais donner quelque chose de plus concret parce que j'ai l'impression d'être trop théorique, abstrait, mais c'est, exemple, si tu vises un logiciel de gestion d'horaire, ben, tu devrais avoir une page qui est spécifique à logiciel de gestion d'horaire, puis tu devrais avoir un éventail de termes liés à logiciel de gestion d'horaire. Puis il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps, quand ils pensent à l'acquisition de clientèle, de ne pas prendre le temps de regrouper ces espèces de champs lexicaux-là sous des thématiques clés sous lesquelles ils vont adresser différents problèmes.
Ça, c'est quelque chose avec le temps que j'ai vu qu'il y avait beaucoup, des fois, des cannibalisations entre des pages au niveau du positionnement de cette page-là sur les moteurs de recherche. Puis ça, c'est le genre de truc qui peut être évité si tu prends le temps de faire vraiment comme des thématiques, puis qu'est-ce que tu devrais cibler, c'est quoi les pages devraient s'adresser, de quelle manière pour répondre à ça. Je ne sais pas si ça répond à la question vraiment. Ça répond bien. Puis moi, avec l'addition qu'on a eue, qu'est-ce que vous faites bien pour acquérir de la clientèle aussi? C'est votre satisfaction de clientèle. Avec le bouche à oreille, ça l'acquiert de la nouvelle clientèle. Il ne faut pas négliger la clientèle actuelle. Il ne faut pas juste miser sur de la nouvelle clientèle, il faut miser sur la clientèle actuelle, je crois, pour qu'elle aille chercher de la nouvelle clientèle avec la discussion qu'on a eue au début. Définitivement. J'aurais une autre petite réponse aussi qui est comme une autre, puis ça ne sera pas très long. C'est tout simplement, je pense aussi que de ne pas prendre pour acquis que parce que quelque chose est beau et a l'air sexy, que c'est nécessairement ça qui va amener de la clientèle. T'sais. Des fois, c'est des trucs très boring qui vont amener de la clientèle. Puis des fois, on peut facilement s'illusionner à dire « Ah, ça c'est tellement plus beau, c'est sûr, ça va. » Puis finalement, non, parce que le message rejoint moins la personne. Finalement, c'est quelque chose de très boring ou très laid ou qui peut avoir un impact significatif. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose aussi d'important, je pense. J'aime ta réponse. Que des fois, ça peut être quelque chose de beige qui n'est pas cool, mais c'est ça le besoin. Comme faire ton horaire avec Excel, je pense que c'est un de vos bons lead generators. Oui. Dernière question. Élisabeth, au-delà de toutes vos compétences, seriez-vous en mesure d'en identifier une qui a fait la différence dans ton parcours d'entrepreneur? Oui. Tu vois, celle-là, j'ai plus de facilité. C'est l'intelligence émotionnelle. En fait, on me l'a souvent dit aussi, mes partenaires me l'ont déjà dit aussi et tout. Je pense que c'est quelque chose que moi, j'ai une force aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qui se développe aussi avec le temps. C'est-à-dire que quand il y a des situations critiques ou quand il y a les gens, des fois, il y a des discussions pas évidentes à avoir aussi avec des employés, des partenaires ou c'est important, premièrement, d'être authentique. Je suis une personne empathique dans la vie en général. Fait que, j'ai pas de misère à comme aussi d'être transparent aussi. J'ai pas de misère à m'ouvrir à quelqu'un puis à lui dire écoute, ça fonctionne pas pour telle raison, mais il y a des manières d'adresser ça. Puis des fois, les gens sont trop directement dans l'affrontement ou ils prennent pas le temps de penser à l'impact que ce qu'ils vont dire va avoir sur la personne, puis le genre de questionnement que ça va soulever à cette personne-là, quand elle va se faire dire quelque chose de très direct, ça peut amener des impacts puis des points, des frictions. Puis ces frictions-là peuvent se développer à long terme puis créer vraiment ultimement des brisures ou des cassures entre des gens, puis il n'y a plus de turning back, de point de turning back. Là, puis je pense que c'est important de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on dit, mais tu sais, un juste milieu aussi, mais c'est ça. Je pense que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est... D'ailleurs, on en parle dans le sujet d'un de nos derniers articles de blog qui a été très bien reçu. Je pense que c'est quelque chose qui est clé que les gestionnaires devraient avoir dans leur bagage, dans leur balise de qualité ou de critères. Là. Puis j'aime ça, ta compétence qui t'aide le plus comme entrepreneur, c'est sur le savoir-être et non sur le savoir-faire. Que ça, j'aime vraiment ça comme réponse. Écoute, je ne prendrai pas plus de ton temps, Sam. Merci beaucoup de ton temps que tu nous as donné ce midi. On a parlé de mise en marché, on a parlé de ton parcours comme entrepreneur. Je trouve ça très inspirant d'avoir parlé avec toi aujourd'hui. J'aimerais rappeler à tout le monde qu'on a un 14 jours gratuit avec Agendrix. Alors, ceux qui aimeraient ça aller l'essayer, vous avez simplement marqué gratuit ou aller sur le site d'Alias dans l'onglet partenaire. Vous avez 14 jours gratuits. C'est super simple à aller chercher. J'aimerais aussi rappeler qu'on a notre chaîne YouTube qui est maintenant disponible. Alors, vous pouvez aller voir toutes nos vidéos sur YouTube. C'est super simple. On a notre site web qui est gratuit. Vous pouvez vous inscrire, recevoir, aller voir tout notre contenu, marquer votre contenu favori. On a au-dessus de 400 contenus qui peuvent aider les entrepreneurs. En vous abonnant au site web, vous vous abonnez à l'infolette qu'on envoie toutes les semaines, une infolette qui aide les entrepreneurs. Fait que c'est vraiment les conseils de Serge. Alors, chaque semaine, on envoie un conseil de Serge par courriel à plus de 30 000 entrepreneurs au Québec.
Et puis, finalement, on a notre podcast aussi que vous pouvez aller rejoindre. Puis, j'aimerais rajouter que le blog d'Agendrix que vous pouvez consulter pour tout ce qui est de relations d'aide avec les employés. Alors, j'aimerais ça vous remercier. J'ai dépassé un petit peu notre temps. Il est 1h10, mais j'aimerais ça remercier tout le monde qui nous a écoutés. Ça a été super intéressant de recevoir Sam aujourd'hui à notre live, à notre grande discussion pour entrepreneurs. Puis on se revoit au retour des fêtes. C'était la dernière avant le temps des fêtes. Alors, joyeux temps des fêtes malgré ces circonstances particulières. Bonne fin de journée. Merci à